Auditeur, étudiant, professionnel de la finance, doctorant, praticien. C'est avec une joie inouïe que je me tiens devant vous aujourd'hui pour un webinaire organisé par l'Esselska Business School, Campus Rabat. Alors, c'est un webinaire qui arrive à point nommé, étant donné que c'est l'occasion de lancement de la 4e promotion du MBA spécialisé en finance et ingénierie financière, domicilié toujours à l'Esselska. Et la thématique de ce webinaire aujourd'hui va s'articuler autour de la finance internationale à l'aune des risques globaux. Et j'ai la chance d'être entouré aujourd'hui par 2 intervenants de renom. À ma gauche, professeur Jinat Benhida, qui est docteur en sciences économiques spécialisé en macroéconomie financière et en finance de marché. Elle a débuté sa carrière au sein de la Banque centrale en tant qu'économiste avant de rejoindre le régulateur des marchés de capitaux, où il a notamment œuvré en faveur de la standardisation des normes de régulation. Ses principaux domaines de recherche concernent les phénomènes d'interdépendance et de contagion entre les marchés financiers. Bienvenue, Madame Jinat Benhida. À ma droite, professeur Hicham Sadoq, qui est un enseignant-chercheur à l'Université Mohamed V de Rabat, plus exactement à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales celui-ci. Il est spécialiste en économie financière et auteur de plusieurs articles publiés dans des revues prestigieuses indexées à l'international. Son champ de prédilection est à cheval entre l'économie et la finance. Bienvenue, Hicham Sadoq. Merci pour votre invitation. Merci à vous. Alors, on va commencer, on va essayer de délimiter les choses dans leur contexte. Depuis une vingtaine d'années, le système financier international a subi de profondes mutations. Alors, cela s'est fait d'abord au gré d'impulsions propres à la finance, innovation de produits, cryptoactifs, fintech. D'un point de vue géopolitique, on a été témoin de la montée en puissance de la Chine et des pays émergents dans les flux internationaux de capitaux. On parle aussi de la polarisation des déséquilibres de la balance des paiements, BAL 3, l'explosion de la liquidité globale et les nouvelles réglementations macro-prudentielles. Donc, vous l'aurez compris, il s'agit d'une phase durant laquelle la reconfiguration de l'économie mondiale évolue de façon de plus en plus incertaine. Plus récemment, on a été témoin de la pandémie Covid-19 qui a pris d'assaut la sphère financière et économique internationale, la guerre en Ukraine, la crise de la zone euro qui a battu son plein à cause de la guerre en Ukraine. Il y a encore 2 jours, nous avons été témoins des représailles iraniennes au Proche-Orient sur le sol israélien. Donc, tous ces événements sont de nature à justement modifier et altérer le fonctionnement de ce système financier international. Et j'ai envie de me tourner vers vous, professeur Sadoq, étant donné que ça touche un petit peu à votre champ de prédilection. Et ma question est la suivante. C'est vous qui allez ouvrir le bal d'ailleurs. Eu égard à l'échiquier géopolitique international, professeur Sadoq, est-ce que vous pouvez déjà planter le décor pour nos auditeurs aujourd'hui pour ce qui est de ce système financier international qui est en perpétuelle mouvance et qui nous cesse d'obéir au triptyque des intermédiations, des cloisonnements, des réglementations aussi, et qui a vraisemblablement subi un bouleversement majeur. À vous la parole. Merci, cher ami Bachis, pour cette invitation. En fait, le décor, vous l'avez planté vous-même avec cette belle introduction, où vous avez essayé en fait d'introduire tous les éléments qui font que non seulement le système financier ou le système monétaire, mais le système géopolitique en général, il est en mutation, il est en changement perpétuel. Et d'ailleurs, ça, c'est le propre de ce qu'on appelle en fait un système vivant. Un système vivant qui ne se régénère pas, il est en train de dégénérer. Parce que, juste pour essayer de mettre un petit peu l'auditoire dans le bain, c'est que le système financier, le système monétaire aujourd'hui dans lequel nous sommes en train de vivre, avec la régulation, la réglementation essentielle a été légiférée, a été mise en place après la Seconde Guerre mondiale, avec ce qu'on appelle les accords de Bretton Woods en 1944. Et depuis 1944, chaque fois il y a des crises, puisqu'en fait c'est ça ce qu'on appelle un système, chaque fois il y a des crises, il y a des erreurs, il y a des problèmes, on va essayer d'actualiser le système dans lequel nous vivons, et bien évidemment il y a des rapports de force, parce que en 1944, il y avait une poignée de pays qui étaient indépendants, la quasi-totalité des pays de l'époque, ils étaient des colonies, et donc le système monétaire, le système financier, le système planétaire, avec l'ONU, avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire international, c'est la création d'une certaine poignée de pays qui se sont mis à table et ils ont commencé à légiférer, à mettre de la réglementation qui, au fur et à mesure, le monde, dans son évolution avec ce qu'on appelle la polycrise,
professeur Bachis, il a rappelé quelques-uns, mais depuis 1944, il y a eu toujours en fait certains éléments qui font que le système il change. Mais on commence à vivre depuis à peu près 2 décennies, à partir de 2000, une accélération dans ce mouvement de changement pour 2 raisons majeures. Premièrement, il y a ce qu'on appelle en fait ce qu'on appelait la fin de l'histoire. Ça veut dire en gros, il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus de système politique qui faisait que certains pays ou certains systèmes économiques veulent faire prévaloir des normes un petit peu différentes de ce qui prévalait. Parce qu'à partir des années 80, il y a le libéralisme, le système libéral qui a été mis en place par les institutions internationales. Il est devenu ce qu'on appelle le seul système qui dominait dans le monde. Mais à partir des années 2000, il y avait une remise en cause de ce système parce qu'il y a ce qu'on appelle des pays qui commencent à émerger, essentiellement ce qu'on appelle le Grand Sud aujourd'hui. Il y avait la Chine, l'Inde et peut-être tous les pays de l'Amérique latine qui commencent à remettre en cause ce qu'on appelle en fait cette domination des pays majeurs au niveau de la scène internationale. Et donc là, on assiste plus ou moins avec ce qu'on appelle aujourd'hui la polycrise. Quand je dis la polycrise, c'est une crise qui prend plusieurs dimensions. Il y a un problème en fait d'hégémonie en termes système politique, on est de la finance et au niveau des devises, mais il y a aussi en fait la crise sanitaire. Il y a aujourd'hui en fait cette crise géopolitique qui fait que certains pays ils veulent s'imposer et ils commencent à remettre en cause l'existant. Donc, en remettant ces éléments-là, on assiste à ce qu'on appelle un certain bras de fer. Donc, il y a un système qui se meurt, qui est en train de mourir. Il y a un autre système qui commence à se créer. Et j'ai l'impression que nous sommes au milieu aujourd'hui. On n'arrive pas à avoir quelque chose qui commence à prendre forme. Mais on est en train de migrer ou de transiter d'un système vers un autre. En fait, ce système, peut-être on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, il a beaucoup d'avantages, il a beaucoup d'inconvénients dans ce qui est en train de se dessiner autour de nous. Il y a énormément de choses qui sont bonnes, même dans la crise. C'est comme la maladie pour un être humain. C'est ça qui permet de développer ce qu'on appelle l'immunité. Et donc, dans ce qui se passe aujourd'hui, il y a certains éléments, peut-être on reviendra tout à l'heure, mais je voudrais juste pour répondre à votre question sur ce qu'on appelle les 3D, la déréglementation, le décloisonnement et la dérégulation, ça c'est ce qu'on appelle l'héritage du système, on va dire libéral. Ça veut dire on ne veut plus d'État. Mais à ces 3D, on peut rajouter un 4e D, ce qu'on appelle en fait la dématérialisation. Ça veut dire l'arrivée de la technologie d'information et de la communication. Ça aussi, c'est un avantage important et c'est un risque en termes de système géopolitique et le système financier. Peut-être qu'on reviendra tout à l'heure. Juste pour conclure par rapport à votre question, c'est que depuis à peu près un siècle, le système il n'est pas figé. Et d'ailleurs, pour les étudiants, il ne faut pas croire qu'un système il est stable. Il faut pas confondre le statu quo, ce qu'on appelle la stabilité, et la stagnation. Le système financier monétaire, un système vivant, un être humain, n'importe quel être vivant, il ne peut pas être dans la stagnation. On peut chercher la stabilité. La stabilité, ça suppose que le monde évolue, le monde change. Il faut l'accompagner avec une réglementation, avec du changement, avec une certaine adaptation. C'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement dans le système financier, dans le système monétaire, avec l'apparition des actifs financiers qui sont nouveaux, avec des crises. Donc, on s'adapte plus ou moins bien par rapport à ce système. On reviendra tout à l'heure à quelques éléments. Mais c'est encore une fois, c'est le propre d'un système. Un système, il n'est pas figé. Donc, il n'y a pas de statu quo, il n'y a pas de stagnation, il y a une certaine stabilité. Il y a des acteurs qui s'en sortent très bien, il y a des acteurs qui souffrent. C'est le propre d'un système. On reviendra peut-être à la discussion plus en détail sur certains éléments. Merci beaucoup, professeur Sador, pour avoir dressé un panorama imprenable sur l'échiquier géopolitique international. Alors, vous avez surenchéri sur la théorie des 3D en ajoutant un 4e D, celui de la dématérialisation. Je surenchéris en ajoutant un 5e D, celui de la décentralisation aussi. Alors là, tout à coup, on va essayer de resserrer un tout petit peu l'entonnoir. On va partir vers le côté des marchés financiers qui subissent un contexte d'asymétrie d'information. Alors, les économistes sont unanimes pour dire qu'il y a une certaine myopie des horizons décisionnels. Les réponses rationnelles des agences sur les marchés financiers répondent le plus souvent à des déséquilibres macroéconomiques. On peut parler de procyclicité du crédit international, des sudden stop des mouvements de capitaux ou encore des effets de la libéralisation financière. Donc, vous l'aurez compris, ces déséquilibres-là, ils reflètent des modifications globales sur les anticipations. Il y a un sentiment d'insécurité qui se fait de plus en plus sentir sur les marchés financiers.
Et ces épisodes-là sont de nature à altérer le fonctionnement du système financier international. Et c'est pour ça que j'ai envie de me tourner vers vous, professeur Benhida. Alors vous, en tant que spécialiste en régulation des marchés financiers, est-ce que vous pouvez aujourd'hui lever le voile pour nos auditeurs aujourd'hui par rapport à la contextualisation de l'effet de cette instabilité macroéconomique sur les marchés financiers? Est-ce qu'on peut indéniablement parler de crise systémique face à cette résurgence de récession? D'accord. Merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous, à l'occasion de ce webinaire, très intéressant d'ailleurs, avec mes chers collègues ici. Alors, votre question, elle m'interpelle parce qu'il y a deux questions en réalité. Une, à laquelle il va falloir répondre de prime abord dans un contexte général, donc quelle que soit la situation macroéconomique. C'est un petit peu cette interrelation qui existe entre les marchés financiers, le sentiment des investisseurs et le contexte macroéconomique. Votre deuxième question parle de résurgence des crises, et là, je m'y attarderai un petit peu plus tard. Donc déjà, il faut savoir que bizarrement, les marchés financiers, quand ils fonctionnent bien, ils sont très sensibles à l'impact de tous les éléments macroéconomiques, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est-à-dire un marché efficient doit refléter l'ensemble de l'information qui existe, et on trouve que les meilleurs marchés au monde, par exemple, ils n'attendent pas que l'événement arrive, c'est l'effet d'annonce et c'est les anticipations des agents qui font que ça se reflète au niveau des prix des actifs. Je cite par exemple, aux États-Unis, on a des marchés financiers où les effets d'annonce des banques centrales sur les taux directeurs qui vont déjà se répercuter immédiatement sur les prix des actifs sans attendre que l'effet passe par ce qu'on appelle le pass-through, le canal de transmission de l'économie réelle au marché financier et vice-versa. Donc là, déjà, c'est un bon signe. Et plus un marché va être avancé, plus il aura tendance à refléter justement cet impact macroéconomique. Sauf que, bien sûr, le problème arrive quand il y a des crises. Ça appelle à une reconfiguration des portefeuilles, que ce soit en termes de classe d'actifs. Donc, dernièrement, on a vu beaucoup de ce qu'on appelle de repli vers la qualité. Donc, quand les investisseurs vont aller déserter les classes d'actifs les plus risquées, notamment tout ce qui est actions, pour aller prendre justement des lingots d'or, pour être le plus simple possible dans mon explication, ou se replier vers la pierre, c'est-à-dire l'immobilier, et déserter carrément les marchés financiers, ce qui va affecter énormément leur liquidité. Et donc, c'est de nature à déstabiliser l'ensemble de ces marchés. Mais l'avancée qu'il y a eu, c'est qu'on a beaucoup évolué en termes de classe d'actifs. On a une diversification qui n'est jamais vue. Donc maintenant, avec les crypto-monnaies, des instruments pierre-papier de type OPCI, comme on les retrouve dans d'autres pays, donc on peut avoir une allocation d'actifs qui est beaucoup plus optimale et qui ne va pas aller à mener vers un effondrement des marchés financiers dans l'absolu. D'accord ? Toujours est-il que les fluctuations des marchés financiers sont un phénomène qui est voulu. La volatilité donne de la liquidité, elle donne cet effet voulu parce que c'est ce qui permet de générer des gains. Mais parfois, on a des phénomènes de volatilité en excès qui peuvent être très dommageables pour le marché. D'accord ? Et voilà. Donc, tout ce qui est économique peut impacter et impacte fortement les marchés financiers. Alors, après, ce qu'il peut y avoir, c'est que ça peut mener à des crises systémiques, mais pas toujours. Parce que qui dit crise systémique, déjà, il faut replacer les choses dans leur contexte et définir. C'est une crise qui va aller affecter l'ensemble du système financier, avec tous ses compartiments. Donc, on peut parler de banques, de marchés et d'assurance, etc. Maintenant, ce qu'on observe depuis quelques années est un petit peu différent. On a ce dont vous aviez parlé, des polycrises, avec un impact vraiment quasi immédiat de ce qui se passe sur le plan économique, social, sanitaire, vers les marchés financiers. On l'a observé avec la crise de Covid, avec les goulets d'étranglement sur les chaînes d'approvisionnement internationales, avec la montée de l'inflation qu'il y a eu, et puis avec le resserrement des conditions monétaires qui a eu lieu suite à ça, parce que les banques centrales, pour contenir l'évolution de cette inflation, elles ont énormément resserré les conditions monétaires, et donc ce qui a affecté très, très négativement les marchés financiers, mais aussi la santé de certaines banques, on n'en parle pas assez, mais cette année, on a vu la défaillance de
disons, 3 banques. Crédit Suisse qui a été sauvé, mais 2 banques régionales américaines qui se sont quand même effondrées. Et là, c'était du jamais vu. L'avantage aussi qu'il y a sur les crises, c'est que j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit précédemment, mais les crises, généralement, ne se répètent jamais. On apprend des crises. La crise des subprimes ne s'est pas répétée. C'est d'autres crises. Et c'est grâce à l'occurrence de ces crises qu'on arrive à avancer sur le domaine de la réglementation macroprudentielle, sur beaucoup de choses qui sont nécessaires. Voilà, donc global. Très bien. Alors, je souscris parfaitement à ce que vous avez dit, professeur Benheda, et on sent déjà votre champ de prédilection par rapport au marché financier et au phénomène de contagion. Alors, c'est vrai que depuis les années 70, nous avons été témoins d'une résurgence de crise et les choses s'aggravent dans ce 21e siècle. On a été témoin de la crise de 2008-2009 qui a déconstruit les stéréotypes, la crise de l'énergie et des matières premières, du marché des matières premières qui a été causée par la guerre en Ukraine en février 2022. Donc, à chacune de ces occasions, il y a eu un choc local qui s'est élargi, qui s'est diffusé à l'échelle mondiale, provoquant, tenez-vous bien, les plus graves récessions que l'économie mondiale a connues depuis les années 30. Et ça laisse présager un sentiment, encore une stagflation qui est généralisée. Alors là, ces chocs-là, ils ont dévoilé des risques globaux jusqu'alors latents, ils les ont propagés en les amplifiant à cause justement de l'intensité de ces interdépendances internationales et de ces mobilités aussi à l'échelle universelle. Je vais me tourner à nouveau vers vous, professeur Sadok. Alors, ma question est la suivante. Alors, est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs aujourd'hui, alors ils sont 123 aujourd'hui, et ça commence en crescendo, à augmenter en crescendo, pouvez-vous, professeur Sadok, démystifier l'étendue de ces risques globaux et dans quelle mesure, justement, le système monétaire et financier international est-il à même à répondre à ces risques globaux actuellement prévisibles et aux chocs que connaîtra inévitablement l'économie mondiale à court terme, à long terme et à moyen terme. La parole est à vous. Alors, en fait, prévoir ce qui va se passer dans le futur, en général, tous les gens qui s'y attellent ou qui commencent à s'exercer à ce genre de métier, finalement, se rendent compte qu'au niveau économique, au niveau de la finance, on est toujours en fait dans l'erreur, on est toujours dans le faux. Mais en termes de prospective économique, il y a ce qu'on appelle en fait des signaux faibles. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui tournent autour de nous comme un signal. Il faut avoir un capteur pour essayer de démystifier en fait ce signal et essayer de lire en fait le message avant qu'il soit un signal fort capté par tout le monde. Et c'est ça en fait l'objectif même de l'éducation ou de la culture, c'est que on arrive à comprendre un phénomène abstrait avant que ça devienne concret. Parce qu'une fois il devient concret, ça sert à rien de réagir. Et c'est ça en fait même le métier de la finance que disait ma collègue tout à l'heure. En fait, les bons financiers, ils ont toujours en fait un peu d'avance par rapport aux autres parce qu'ils arrivent à dénouer ou décortiquer en fait les informations avant que ça soit visible et compréhensible pour tout le monde. Donc, je vais essayer de m'exercer par rapport aux risques globaux ou ce qui guette un petit peu l'humanité, on va dire, dans les décennies à venir. Et avec un focus sur l'aspect des marchés financiers ou sur l'économie en général. En fait, le premier risque qui nous guette aujourd'hui, c'est le problème de la polarisation. Ça veut dire que nous ne sommes plus une humanité ou des sociétés qui sont un petit peu unies. Et ça, vous le voyez un petit peu partout, que ce soit les pays développés ou sous-développés, vous avez des courants de pensée. Vous avez deux types de mentalités, deux cultures qui commencent à traverser l'humanité, les sociétés. Nous avons cette polarisation en interne et en externe. Vous prenez la société marocaine, vous voyez en fait il y a tout tendance. C'est ce qu'on appelle les progressistes. Vous le voyez aujourd'hui sur le débat, la discussion autour de le code pénal ou le code de la famille et tout ça. Vous avez en fait cette déflagration de la société et au niveau planétaire, vous avez la même chose. Vous allez en Europe, vous allez trouver la même chose. Vous allez aux États-Unis, vous avez en fait cette polarisation. Et cette polarisation, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui veulent avancer sur un certain sujet, l'autre qui veulent reculer. Et qu'est-ce que ça crée en fait? Ça crée du statu quo. Quelqu'un qui avance, ce qu'on appelle en fait l'équilibre en finance. Il y en a qui veulent avancer, d'autres qui veulent reculer. On a une certaine stabilité. Et donc cette polarisation, en termes idéologiques, en termes des idées, on va trouver en fait son impact au niveau géopolitique. Je l'ai cité tout à l'heure, vous avez en fait ce qu'on appelle aujourd'hui l'Occident, les États-Unis et l'Europe. Et vous avez tout le Grand Sud. Le Grand Sud, ça veut dire vous prenez la Chine, l'Inde, vous prenez tout le continent africain. Quand il y a des problématiques majeures qui se posent au niveau du monde, vous avez un monde qui n'arrive pas à se décider.
il est où le danger dans cette polarisation? Parce que depuis 30 ans, on a bénéficié de ce qu'on appelle une certaine stabilité. Le monde entier, en général, il était traversé par une seule idéologie, ce qu'on appelle le libéralisme et la démocratie. Tout le monde avançait à peu près dans le même sens. Donc, tout le monde voulait copier le modèle occidental, mais depuis à peu près 2 décennies, on s'est rendu compte à la recrudescence du nouvel type de pensée, une nouvelle idéologie, une nouvelle économie, une nouvelle finance, une nouvelle recherche de l'hégémonie, qui fait que le monde aujourd'hui, il n'est pas dans l'équilibre, il est dans le déséquilibre. Au niveau de la géopolitique, vous le voyez. Et il est où le danger? Quand on a des problématiques majeures, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe aujourd'hui en Proche-Orient, entre le Gaza et Israël, avec le problème d'Iran, c'est que les instances internationales n'arrivent pas à statuer, n'arrivent pas à se faire entendre. Vous avez un problème là, et vous avez l'impression que vous n'avez plus de gendarmes, vous n'avez pas d'autorité, vous n'avez pas de régulation. Il n'y a pas de régulateur. Personne n'arrive à s'imposer. Même si on a l'impression aujourd'hui que les États-Unis et le clan occidental, il est en train de mener le bal, mais d'une manière un petit peu, pas comme avant. Il n'y a plus cette hégémonie de ce gendarme qui arrive à s'imposer. Le danger dans cela, il arrive à quel niveau? Il arrive au deuxième niveau qui m'angoisse et qui m'inquiète le plus, c'est au niveau du changement climatique. Le changement climatique aujourd'hui, je vais revenir à la finance, c'est parce qu'il y a un lien qui est très étroit entre l'économie, la finance et le changement climatique. Mais il faut peut-être dénouer en fait cette relation. C'est que quand on a un problème de changement climatique, il n'y a aucun pays qui peut légiférer et qui peut régler le problème de la déréglementation ou le problème des crises climatiques tout seul, parce que nous sommes dans un globe et il faut d'une manière ou d'une autre qu'il y ait une gouvernance mondiale pour qu'on puisse mettre des règles, des lois et tout le monde doit les respecter parce que c'est de notre vie dont il s'agit, notre vie en commun. Que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, on doit collaborer. Mais si vous avez en fait cette polarisation ou cette diversité au niveau des idéologies, au niveau des valeurs, personne ne veut prendre des décisions à lui tout seul parce qu'il va souffrir en termes économiques et financiers alors que c'est le voisin qui va en profiter, ce qu'on appelle l'effet des externalités positives et des externalités négatives. Donc, ce problème de polarisation que nous vivons aujourd'hui, elle fait que nous multiplions aujourd'hui les intentions à travers les réunions, ce qu'on appelle le COP 15, 16, 17, 18, mais on n'arrive pas à implémenter, à mettre en place des règles parce qu'on a un problème de gouvernance mondiale, parce qu'on a des polarisations. Il n'y a personne qui arrive à imposer aux autres ce qu'on appelle une hygiène de vie ou une certaine réglementation économique. Cette polarisation, cette problématique en fait des effets climatiques, il y a certains pays qui vont souffrir plus que d'autres. Ce problème de polarisation, ça va nous emmener, par exemple, à évoquer le contexte marocain. Nous sommes le 4e pays qui souffre en termes de crise climatique. Et heureusement, il y a eu en fait la pluie pendant les 2 dernières semaines. Les gens, ils ont oublié que nous avons un stress hydrique. Ça veut dire si vous regardez un petit peu le climat au Maroc, nous n'avons plus en fait les saisons, nous n'avons plus en fait ce qu'on appelle un climat harmonisé, ce qui va avoir des impacts au niveau de l'offre, au niveau de la production. Donc, si ce phénomène que nous avons aujourd'hui au Maroc, il faut s'attendre dans les années à venir que nous ne pouvons plus produire la même quantité que ce que nous produisons avant, parce que nous avons ce problème de déréglementation du climat, ce qui fait que les prix seront toujours plus élevés. Et deuxième élément très important, c'est que la démographie mondiale, elle commence à diminuer. Donc, si vous multipliez 2 éléments, nous avons un problème d'offre et un problème de démographie. Tôt ou tard, on va se retrouver avec la situation que nous vivons aujourd'hui. On le voit partout dans les marchés financiers, que ce soit les matières premières ou les produits actions, c'est que les prix, elles sont très, très élevés. Ça veut dire même si, je ne sais pas si vous avez suivi en fait ce qui s'est passé depuis la crise Covid, c'est que les marchés financiers aujourd'hui sont à un niveau historiquement élevé. Vous prenez toutes les matières premières, vous prenez l'or, vous prenez le marché actions, vous prenez les actifs, les crypto-monnaies, ils sont à un niveau extraordinairement, historiquement élevé. Pourquoi? Parce qu'il y a une offre de monnaie qui a été mise en place depuis ce qu'on appelle la quantitative easing depuis 10 ans. Depuis l'émission du FMI avec ce qu'on appelle les DTS, lorsqu'il y avait la crise de Covid, le Fonds monétaire, il a donné, si vous voulez, pour faire un peu simple, beaucoup d'argent à tous les pays pour les sauver un petit peu des effets de la crise. Donc, il y a beaucoup d'argent qui circule. Mais
en contrepartie de cet argent, il n'y a pas beaucoup de production. Et donc, le fait qu'il y a beaucoup de demandes sur les actifs fait que les actifs, ils sont très, très élevés. Ces actifs, ils sont très élevés uniquement dans les pays, je reviens à ma théorie de la polarisation, dans les marchés financiers vivants. Par exemple, si vous prenez le marché, la bourse de Casablanca, la bourse de Casablanca, depuis 20 ans, elle a chuté. En termes de capitalisation, le nombre d'actions, c'est à peu près le même. Ça veut dire que c'est une bourse qui n'est pas très dynamique, qui n'a pas évolué. Mais si vous prenez les autres marchés financiers en Europe, aux États-Unis, les prix ils ont atteint des niveaux stratosphériques. Vous avez des entreprises aujourd'hui qui ont dépassé les 2000 milliards de dollars. Vous avez une entreprise comme Nvidia qui fait en fait les puces pour l'intelligence artificielle. Elle atteint le niveau aujourd'hui de la 3e ou la 4e de mémoire. Donc, vous avez dans le monde ce phénomène de polarisation un petit peu partout où vous avez une certaine demande pour des marchés qui sont, on va dire, qui ont un avenir. Et vous avez des pays où il n'y a pas d'avenir. Le changement climatique, il va polariser le développement et la démographie et la croissance, même l'agriculture. Dans certains pays, le changement climatique, même quand il va atteindre 3 degrés ou plus, ça va favoriser les pays du Nord. Donc, il va y avoir peut-être une agriculture beaucoup plus favorable. Ça va défavoriser certains pays comme les nôtres, malheureusement, qui vont devenir des pays beaucoup plus arides que ce qu'ils sont aujourd'hui. Troisième catégorie, parce que là, j'ai commencé par la... Je ne sais pas si j'ai épuisé. Je vais terminer avec le troisième point qui me semble un risque majeur, la polarisation. Deuxième, c'était le climat. Le troisième, c'est l'arrivée de la technologie en général. En fait, cette technologie, l'intelligence artificielle, comme toute révolution technologique, parce qu'on a connu au niveau de l'histoire récente quatre grandes révolutions, la révolution industrielle, la révolution de l'électricité, les ordinateurs, et aujourd'hui on rentre avec l'Internet dans une autre révolution beaucoup plus accélérée qui est l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, elle va avoir des effets positifs et des effets négatifs. Des effets positifs, peut-être elle va démocratiser l'accès au savoir et aux connaissances sans avoir ce qu'on appelle un intermédiaire. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous expliquer certains éléments. Donc, on peut accéder à certains éléments sans avoir ce qu'on appelle le middleman, l'intermédiaire. Et d'ailleurs, on a parlé tout à l'heure de la régulation. L'avantage, c'est que demain, peut-être, on peut accéder à crédit, on peut accéder à la monnaie sans avoir une banque centrale, sans avoir même des banques commerciales. On peut acheter et vendre sans passer par des notaires. Donc, il va y avoir une certaine perturbation au niveau de la destruction de certains métiers ou de la création. Et ça, ce n'est pas quelque chose de récent. C'est ce que disaient en fait les économistes depuis longtemps. C'est un phénomène de destruction-création. C'est les sociétés vives, les individus un petit peu actifs. Ils sont capables de détruire des valeurs, des principes, des produits et des services pour en créer d'autres. Donc, l'intelligence artificielle, comme risque, il faut qu'on s'y adapte. Sinon, si on reste sur ce qu'on appelle des métiers traditionnels ou sur du conservatisme, ça va venir nous détruire ce que nous possédons sans être en phase par rapport au progrès, par rapport à la modernité. Et donc, on va se trouver dans des jachères ou dans des déserts. L'inconvénient de cette intelligence artificielle, c'est qu'il y a un problème par rapport à la finance, le problème de l'accès de l'information, ce qu'on appelle l'information véridique, l'information qui a de sens. Aujourd'hui, y compris peut-être dans ce webinaire, vous entendez beaucoup d'informations, vous lisez beaucoup de choses, mais il y a peu de gens qui sont capables de vous dire l'information que vous captez, que vous entendez aujourd'hui, est-ce qu'elle a un sens ou elle n'a pas de sens? Est-ce qu'elle est vraie ou elle n'est pas vraie? Tout ce que vous lisez aujourd'hui sans avoir ce qu'on appelle quelqu'un qui est capable de vérifier ou vous mettre au point sa légitimité. Avant, il y avait un journaliste qui mettait son nom pour avoir quelque chose. Donc, tant que vous accédez de l'information gratuitement, sans avoir ce qu'on appelle une certaine autorité ou une certaine légitimité, l'information peut vous induire dans l'erreur. Et là, vous le voyez partout, ce qu'on appelle en fait le misinformation ou la désinformation. Et ça, c'est un phénomène qui est très important et qui risque, parce que le grand danger dans l'avenir, ce n'est pas le problème de l'information, c'est avoir la bonne information et la mauvaise information. Voilà, désolé si j'étais un peu lent. Il n'y a pas de souci, on sent justement votre ferveur par rapport à ce sujet-là. Et je souscris parfaitement à ce que vous avez dit par rapport à cette hégémonie qui demeure actuellement en demi-teinte. Et ces règles édictées par ces instances internationales, même avec leur caractère impératif, qui n'ont pas eu un franc succès. Alors, ce que vous avez dit à la fin de votre intervention par rapport à la véracité justement de ces informations qui demeurent remises en question inéluctablement par la grande majorité des personnes, mais aussi cette honnêteté intellectuelle qui demeure frappée dernièrement à coups de massue. Alors, toujours restant dans le contexte de crise. Alors, aujourd'hui, je vais me tourner vers vous, professeur Benahida.
les crises combinent aujourd'hui deux ordres de facteurs. Nous avons les fragilités, nous avons aussi les risques latents qui hypothèquent un tant soit peu la pérennité et la soutenabilité des équilibres de marché et qui suscitent des tensions sujettes à l'épuisement des capacités de résilience, sujettes aussi aux imperfections de l'autorégulation des marchés financiers. Ensuite, nous avons en deuxième lieu l'apparition de chocs, c'est-à-dire d'événements qui rendent subitement insoutenables les situations que j'ai évoquées au préalable, sur le marché de change, sur le marché de capitaux, sur le marché des matières premières ou encore au sein du secteur bancaire, entre l'équilibre entre l'offre et la demande globale d'un point de vue macroéconomique. Donc, tout ceci nous ramène vers ma question par rapport à la contagion qui est subite sur les marchés financiers. Professeur Benhida, d'un point de vue macroéconomique, étant donné que ça touche un petit peu à votre matière, à votre essence même idéologique, est-ce que vous pouvez lever le voile sur ces risques globaux qui surgissent de ce phénomène de contagion sur les marchés financiers et quels sont justement ces instruments financiers ou autres qui sont susceptibles d'aider les marchés financiers et in extenso le système financier international à se prémunir contre ce type de risque? D'accord. Ben, merci beaucoup pour cette question. Alors, ça me permet de lever le voile sur deux concepts proches, mais que beaucoup de gens ignorent. C'est toute la différence qu'il y a entre interdépendance et contagion. Il faut bien dissocier les deux phénomènes. Donc, quand vous avez parlé de fragilité, quand vous avez parlé de risque latent, je trouve qu'il y a quelque chose. Il y a une situation sous-jacente qui présente des zones de risque qui peuvent se matérialiser. Là, on peut parler éventuellement d'interdépendance, et c'est ce qui va lier deux marchés géographiquement éloignés ou pas éloignés de par les classes d'actifs qu'ils comportent. Je m'explique. Par exemple, on peut avoir la bourse ici au Maroc. Donc, on parle d'instruments actions qui peuvent être connectés avec un autre marché internationalement. Par quel moyen? Soit parce qu'on a des doubles cotations, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui sont cotées dans différents pays et l'effondrement dans un marché peut causer un effondrement ici. Ça peut agir par le canal également de change. Ça peut agir aussi par le canal là, on est toujours dans les fondamentaux. Dans les fondamentaux, donc il faut qu'il y ait un lien. Donc, ça peut être également quoi? Ça peut être les investisseurs. Par exemple, là, il peut y avoir un reflux d'investisseurs émanant d'une certaine zone géographique. Et donc, plus vous êtes ouvert, plus vous êtes interconnecté avec d'autres marchés, plus vous allez subir éventuellement les affres de cette interconnexion par le canal de l'interdépendance. Et donc, autant vous profitez des facteurs positifs lorsque la dynamique des marchés est globalement positive, autant lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a des tensions financières, ça se répercute sur votre marché. Sans occulter bien sûr qu'un marché qui fonctionne bien, c'est un marché qui est connecté à son économie. Donc là aussi, il peut y avoir de l'interdépendance entre l'économie et le marché en lui-même, sachant qu'un marché, sa vocation, ce n'est pas pour faire un petit peu joli, de se montrer moderne, d'avoir un marché, mais c'est surtout pour financer l'économie in fine. Chose soulevée par professeur Sadour, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a une bourse qui a reculé, qui n'avance pas beaucoup. Donc, on n'arrive pas vraiment à financer énormément l'économie. Ce n'est pas la vocation première d'un marché financier, contrairement aux banques. Mais idéalement, ça devrait se passer, qu'il y ait une dynamique, qu'il y ait des levées de fonds et qu'on n'ait pas une attitude stationnaire des entreprises cotées qui, à part leur première levée de fonds, ne font plus d'opérations de levée de capitaux. Donc, ça fait partie d'un certain nombre de choses. Ça, c'était pour l'interdépendance. Alors, la contagion, c'est quoi? La contagion, c'est ce qu'on observe la plupart du temps et qui est très, très dangereuse et qui, limite, n'a pas de remède. C'est quoi? Ce sont c'est ce qu'on appelle de la contagion pure. Un effet de panique ici peut causer un effet de panique chez des investisseurs qui sont sur un autre marché qui n'a rien à voir. Mais justement, ça va être cette perte de confiance des investisseurs qui va se répercuter avec un effet domino, voire même un effet papillon, c'est-à-dire un battement d'aile de papillon dans un pays peut donner des conséquences très, très néfastes dans un autre pays où il n'y a pas de souci du tout. Pour rappel, par exemple, lors de la crise des subprimes au Maroc, on n'avait pas du tout d'actifs toxiques de type subprime, ni de banques, de par notre réglementation, qui étaient exposés sur ce type de produit. Et pourtant, à un moment, quand la crise est devenue un peu plus systémique au niveau international et qu'on a vu des répercussions de cette crise
sur la demande dans nos principaux pays partenaires commerciaux, et bien, in fine, on a eu, nous aussi, ces petites craintes qui se sont manifestées par un repli sur nos marchés financiers, mais également un petit recul au niveau de nos indicateurs macroéconomiques. Et donc, la contagion pure, c'est un effet à craindre davantage que l'interdépendance. Parce que l'interdépendance, il faut jouer le jeu. Un marché qui se veut ouvert, connecté, un pays qui veut avancer au niveau de la sphère financière, il doit nouer des liens avec d'autres pays. Après, maintenant, comment se prémunir contre ces risques? La réponse est simple, c'est qu'on ne pourra jamais se prémunir contre les risques. Pourquoi? Parce qu'on voit très bien que l'innovation, elle suit toujours elle précède toujours la réglementation. D'accord? Donc, il y a toujours un pas d'avance dans les marchés, les révolutions, les instruments qu'ils proposent par rapport à la réglementation qui vient suivre. D'ailleurs, la plupart des réformes réglementaires ont eu lieu à la suite de l'avènement justement de ces crises. Donc, elles sont venues en réponse à quelque chose qui s'était déjà passé. Et voilà. Donc, ça, c'était par rapport à ça. Mais on a quand même des voies. C'est la convergence réglementaire au niveau international. Il le faut. Ce sont parce que les fragilités des uns pouvant se répercuter sur d'autres pays, il faut agir en faveur d'une plus grande convergence. Et ça, je parle dans tous les domaines. Dans tous les domaines et sur toutes les classes d'actifs. Après, il y a aussi, tout simple, la diversification. Plus on diversifie, moins il y a de risque de subir un effondrement complet. D'accord? Et notamment, je pense ici au fait que, typiquement pour le cas du Maroc, pour ne citer que lui, on a énormément tardé à mettre en place le marché à terme. Un marché à terme, avant qu'on le craigne pour la spéculation, il est d'abord là avec une vocation de pouvoir apporter un mécanisme de protection pour les investisseurs. C'est des instruments de couverture. Et donc, généralement, ça permet de toujours être sur une position prudente. On s'expose avec une certaine position sur un marché, mais on prend une position inverse sur le marché à terme. Et donc, il y a tellement de choses à faire sans pour autant pouvoir annuler complètement le risque de crise. Très bien. Et justement, ce phénomène de contagion prend tout son sens parce que ça commence toujours, si on suit un petit peu la chronologie des crises récentes, ça commence toujours par un choc local et ça se répercute à cause justement d'une interconnexion et d'une globalisation poussée à outrance. Alors, je rappelle justement à nos auditeurs aujourd'hui qu'ils peuvent aussi poser des questions. Là, on arrive à un tournant dans notre webinaire parce qu'on ne peut pas discuter de la finance internationale à l'aune des risques globaux et passer sous silence le cas marocain. Nous allons nous intéresser à présent au cas marocain. Parce que le modèle économique au Maroc s'est limité pendant longtemps à gérer les affaires courantes, à suivre les recommandations des bailleurs de fonds et en attendant d'y voir davantage plus clair. Et justement, ce statu quo, entre guillemets, a fini par anesthésier et par rendre stérile le débat économique dans notre pays. Alors actuellement, j'estime, ça n'engage que moi, mais j'estime que la donne commence à changer, commence à shifter grâce justement à ce nouveau modèle économique de développement qui commence à déconstruire un tant soit peu les stéréotypes et commence c'est un modèle plateforme qu'on peut aussi qualifier de modèle plateforme par référence aux investissements directs étrangers et d'où l'insistance justement sur cette politique de proximité au Maroc, sur les activités génératrices de revenus ou encore la mobilisation sociale en vue de lutter contre les déséquilibres macroéconomiques. Alors, je vais me tourner vers vous, professeur Sador, parce que j'ai envie aussi de vous écouter par rapport au cas marocain. Ma question est la suivante. Comment pouvez-vous jauger, parce que je sais aussi que ça fait partie de votre champ de prédilection, les politiques économiques marocaines, comment pouvez-vous jauger de l'impact de ces politiques économiques marocaines sur l'attrait des investissements directs étrangers et in extenso sur la croissance économique et la stabilité financière dans son ensemble? Bon, c'est une question qui mérite un autre webinaire. En fait, si on veut parler de l'économie et des politiques publiques, des politiques économiques au Maroc. En fait, peut-être il y a un élément qu'on n'a pas évoqué. Je vais juste essayer de le rappeler avant de revenir. C'est que nous vivons depuis à peu près 2 décennies dans ce qu'on appelle en fait la mondialisation. Quand on dit la mondialisation, c'est qu'il y a une certaine harmonisation dans le style de vie, dans les valeurs, dans les consommations. En gros, ce que nous faisons au Maroc, c'est ce que font en fait les gens un petit peu partout. Donc cette mondialisation, c'est comme une vague
elle vient, quand elle est très haute, elle va lever tout le monde. Quand elle est très basse, elle va écraser tout le monde. Donc, c'est ça, en fait, le problème de l'interconnexion et ce qu'on appelle, en fait, cette mondialisation. Heureuse, malheureuse, ça dépend de votre situation par rapport à cette mondialisation. Maintenant, en parlant de cette mondialisation, je vais revenir aux politiques économiques. C'est que depuis au moins 20 ans, depuis l'ouverture commerciale du Maroc, avec ce qu'on appelle la limitation au niveau du commerce international, avec les accords de libre-échange, c'est qu'en gros, on s'est ouvert à la mondialisation. On a commencé à consommer certains éléments qui commencent à devenir moins chers venant de l'étranger et qui nous a donné, d'une manière ou d'une autre, la sensation d'avoir un pouvoir d'achat que peut-être nous n'avons pas créé chez nous. En gros, ce que disent en fait les économistes, c'est que le Maroc, il se modernise, mais il ne progresse pas, il ne se développe pas. Je vais essayer d'expliquer cet élément. Qu'est-ce que ça veut dire la modernisation? C'est que ce que nous avons créé comme richesse, on commence à importer énormément de choses qui se produisent moins chères à l'international. On achète des téléviseurs moins chers, des ordinateurs moins chers, on achète des routes moins chères, on achète de l'infrastructure moins chère. Mais finalement, le progrès en termes d'indicateurs économiques, nous sommes restés à peu près stables depuis 20 ans. C'est-à-dire, si vous prenez les indices de développement humain, si vous prenez le taux de croissance économique, tous les critères, ce qu'on appelle macroéconomiques, depuis 20 ans, nous sommes dans la même situation. Mais, contrairement à ce discours, tout un chacun va sentir en fait ce qu'on appelle un pouvoir d'achat, un bien-être. Ce bien-être, il n'est pas créé, il est importé. C'est pour ça, en fait, tout à l'heure, j'ai essayé d'évoquer la mondialisation pour savoir en fait la situation du Maroc. Prenez des situations majeures pour le développement, qui est la scolarité. Nous avons encore au Maroc, encore depuis, peut-être nous sommes le seul pays dans la région MENA, où nous avons une personne analphabète sur 3. Quand vous prenez notre situation par rapport à la santé, par rapport à l'éducation, nous ne sommes pas assez développés. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait le développement. Mais en termes d'infrastructure, on a acheté certains éléments. J'aimerais juste rappeler un élément très important, c'est que depuis les 20 dernières années, notre taux d'endettement, il a beaucoup augmenté. C'est le cas de presque partout, beaucoup de pays un petit peu dans le monde. C'est que ce que nous sommes en train de consommer un petit peu dans le monde, c'est le fruit de certains établissements qui ont emprunté beaucoup d'argent à l'international. Quand vous prenez les autoroutes que nous avons, les aéroports, les gares que nous avons, c'est le produit de l'endettement. Notre endettement, il a triplé. Si vous partez de 2010 jusqu'à 2024, notre endettement, il a été multiplié par 3. En gros, ce qu'on appelle en fait cette politique de développement au Maroc, elle a suivi ce qu'on appelle le rythme naturel, mais on n'a pas fait un effort extraordinaire par rapport à une économie jeune, par rapport à une population jeune, pour réaliser ce qu'on appelle des 7, des 8% qui va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle ce développement. Donc, on a cru avec un rythme normal, comme un adolescent, comme un enfant dans sa croissance, il est censé croître. Mais on n'a pas eu la croissance voulue. Ça veut dire tôt ou tard, on va consommer ce qui va faire l'accélérateur de notre développement, qui est la population jeune, qui est les marchés qui sont ouverts aujourd'hui sans réaliser ce niveau de développement. Et ça, c'est quelque chose qui est dangereux. Ça, c'est un risque majeur, en fait, au Maroc. C'est que nous créons ce qu'on appelle juste un statu quo. C'est que nous produisons pour consommer et pour se moderniser et non pas pour se développer. Ça veut dire l'effort majeur que nous sommes censés faire, malheureusement, il n'est pas fait en termes de développement du capital humain, parce que le seul élément qui va nous permettre de s'inscrire dans le vrai développement, c'est l'émergence d'un capital humain assez formé, assez engagé, assez productif. Parce que le problème majeur de l'économie marocaine ou de la société marocaine, c'est le problème de la productivité. Nous avons beaucoup de gens qui travaillent, même s'il y a beaucoup de chômage, mais il n'y a pas assez de productivité. Je termine avec un point qui est très important. Maintenant, une fois on a dressé cet élément, quelles sont les alternatives, quelles sont les solutions? Puisqu'à la limite, tout le monde peut nous dire oui, on n'a pas couru ou on n'a pas avancé au rythme espéré pour qu'on puisse devenir un tigre asiatique. Le cas de la Corée du Sud, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a raté? À mon sens, c'est qu'on a raté quelque chose qui est très important. Il y a un élément qui a été cité tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la confiance en économie. C'est une infrastructure juridique en termes de transparence, en termes de règles, pour être un hub, pour être très attractif pour l'investissement. Parce que la question, c'est est-ce qu'il y avait des IDE? Les IDE par rapport au contexte marocain, ils ne sont pas suffisants. Le Maroc n'est pas assez attractif. Au contraire,
le Maroc il devient un repoussoir. Il y a des entreprises aujourd'hui qui commencent à vendre et partir. L'exemple le plus récent, c'est la Société Générale. Les gens, ils ont vu comme un bon exemple. Non, c'est quelque chose qui doit nous inquiéter. Que vous avez les banques, toutes les banques internationales, ils sont en train de se désinvestir de l'Afrique pour partir. Pas que les banques françaises, même les banques anglaises. Dans leurs colonies, en fait, en Angleterre, en Afrique subsaharienne, ils sont en train de vendre leurs filiales et partir. Donc, cet élément de désinvestissement, plus personne n'en parle. On parle beaucoup des IDE, des investissements qui arrivent, mais on n'arrive pas à les capter, on n'arrive pas à leur développer ce qu'on appelle un terreau intéressant pour qu'ils puissent se développer et s'épanouir. Donc, il y a un problème de quoi? De connivence, il y a un problème de réglementation qui fait que les gens, quand ils viennent chez nous, ils n'arrivent pas à prospérer, ils n'arrivent pas à travailler correctement, convenablement pour produire suffisamment et devenir beaucoup plus compétitifs. Donc, on a ce problème. Deuxième élément qui me semble important, au-delà de la réglementation, ce que j'appelle moi l'infrastructure immatérielle, pas matérielle. L'infrastructure immatérielle, ça crée un défaut. Problème de concurrence, les problèmes des ententes, les problèmes de rente, le problème de capital humain. C'est que quand vous voulez faire des activités et vous avez besoin des gens qui sont bien formés, des gens sérieux, vous n'allez pas trouver des gens qui courent dans la rue. Il y a des gens qui sont formés pour faire à peu près la même chose. Nous avons énormément de gens qui font l'économie, gestion, finance, mais on a peu d'entreprises qui vont recruter des gens qui font d'économie, gestion, finance. Donc, on a des choses un peu limitées dans ce qu'on appelle la diversité de la société, dans la diversité de l'économie, qui fait qu'on n'arrive pas à éclore et à se développer. Deuxième élément qui me semble très important pour le développement du Maroc, c'est ouvrir le Maroc pour devenir, en fait, un marché important pour les entreprises qui veulent s'installer. Parce que le marché marocain, pour 35 ou 40 millions de consommateurs, c'est une niche, c'est très limité. Et donc, l'enjeu, ce n'est pas d'aller signer des accords de libre-échange avec les pays auprès de qui on n'a rien à vendre. L'enjeu, c'est de signer des accords de libre-échange avec les pays avec qui on a ce qu'on appelle un avantage compétitif et comparatif. Et c'est qui ces pays? C'est les pays voisins d'abord. Donc, le problème de l'économie passe par le politique et passe par la diplomatie. On ne peut pas faire une économie, demander à des entreprises de venir s'installer chez nous alors qu'on ne peut pas vendre des produits d'une manière libre, d'une manière claire, d'une manière très transparente à des pays qui sont très limitrophes. Vous ne trouverez jamais un pays assez attractif qui a des problèmes, en fait, on va dire, en termes de voisinage et qui ne permet pas d'aller de l'avant. Parce qu'un entrepreneur qui va venir investir au Maroc, il ne va pas cibler que la population marocaine, c'est une population qui est très limitée. Donc, on n'a pas travaillé cet élément très important. Le vrai enjeu chez nous, c'est les pays du Maghreb. Le vrai enjeu, c'est les pays subsahariens. Donc, il faut peut-être développer des réglementations, des infrastructures, que ce soit matériel et immatériel, pour avoir un marché de 500-600 millions. C'est là on va devenir très attractif pour l'entrepreneuriat. Au lieu de rester dans ce qu'on appelle quelque chose de cloisonné, nous avons une dizaine d'entrepreneurs ou ce qu'on appelle des hommes d'affaires au Maroc. Entre eux, ils font les affaires, mais on n'est pas attractif. Au contraire, ce que je disais en fait au début, c'est que les gens qui arrivent ici, qui s'installent, ils passent 10 ans, 15 ans, ils plient bagages, ils partent parce que le contexte, il n'est pas assez, on va dire, le terreau, il n'est pas assez fertile. Merci, professeur Sador, pour votre envolée lyrique sur le contexte marocain. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent poser leurs questions au niveau de la conversation de la réunion. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Nos intervenants sont là pour y répondre, mais restons toujours dans le même ordre d'idées par rapport au contexte marocain. Et là, je vais parler sous votre contrôle, mes chers keynote speakers. Alors, pour ce qui est du contexte marocain, pour un pays, pour l'attractivité d'un pays, elle passerait irrémédiablement par les conditions de financement de son économie. Alors, elle serait aussi tributaire de l'existence d'un système bancaire efficace, d'un marché de capitaux efficient, capable de drainer une épargne longue vers les tissus sectoriels les plus productifs. Et au Maroc, actuellement, afin de sortir le Maroc de son état, alors je vais dire de son état de léthargie complètement, le système financier ou encore les politiques publiques ont pensé à un chantier de modernisation qui est caractérisé par un ensemble de réformes idoines, des réformes économiques et financières qui concernent à la fois le secteur bancaire et aussi le marché de capitaux
voire aussi de manière générale l'environnement financier dans son ensemble. Et je vais me tourner pour ma dernière question, professeur Benhida, pour vous. Sous votre casquette de spécialiste en régulation des marchés financiers, est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs aujourd'hui, apporter brièvement, ceci dit, davantage d'éclaircissements sur ce chantier de réforme, de modernisation, en mettant le focus, bien évidemment, sur les marchés financiers? D'accord, avec plaisir. Alors, il se trouve que le Maroc, effectivement, depuis, pour rétablir un petit peu les choses, nous avons depuis, disons, les années 80, début des années 90, c'est là où la plupart des réformes ont été mises en place pour mettre en place justement les fondements d'un marché financier et d'un marché de capitaux qui soit efficient, etc. Et donc, depuis, on a eu plusieurs rounds, si vous voulez, de réformes à chaque fois. Donc, il y a eu ça. Ensuite, au début des années 2000, il y a eu quelques réformes marginales. Puis encore une fois, là, une dernière phase où on a eu une dynamique très importante en termes de réformes, avec la mise en place de… Parce qu'il ne faut pas, en parlant de marché de capitaux, parfois se cantonner uniquement à ce qui est boursier, il faut penser à tout le reste. Et quand on parle de tout le reste, c'est l'avènement de produits innovants. J'en ai parlé tout à l'heure, par exemple, les OPCI. Les OPCI, c'est un instrument de gestion collective, mais qui va avoir comme sous-jacent de l'immobilier, par exemple. Donc, c'est très intéressant, ça permet de la diversification. Parallèlement, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place le prêt-emprunt de titres, etc. On a aussi réformé les compartiments de la bourse de Casablanca, alors avec cette fois-ci ce qu'on appelle un marché principal et un marché alternatif. Donc, ce marché alternatif, il vise qui? Il vise les plus ou moins PME, disons, quoique avec des exigences un petit peu trop élevées par rapport aux PME. Et la vocation, effectivement, d'un marché financier, que ce soit à travers le compartiment actions ou obligations, c'est de financer réellement l'économie. Il y a un effet de notoriété, il y a un effet de prestige lorsque les entreprises sont cotées en bourse ou font appel public à l'épargne à travers même des émissions obligataires sans être nécessairement cotées en bourse. Toujours est-il qu'un marché, pour qu'il fonctionne bien, il faut qu'il y ait des levées de fonds, il faut qu'il y ait des opérations. Il ne faut pas que ces acteurs demeurent stationnaires, c'est-à-dire qu'ils ne fassent aucune opération après justement leur introduction. D'accord, ça d'une part. Et il y a aussi la problématique majeure dont vous avez parlé, c'est de drainer l'épargne, parce qu'on a un problème au Maroc. Et on sera dans ce cercle vicieux tant que ce n'a pas été résolu. Nous n'arrivons pas à financiariser l'épargne des Marocains. Donc, nous avons une épargne qui principalement n'est pas financière et lorsqu'elle est financière, elle n'est pas nécessairement drainée par les marchés financiers. Donc, typiquement, nous avons un marché qui demeure un marché de professionnels où nous avons principalement des investisseurs institutionnels qui sont là-bas pour de la détention longue de titres, donc très peu de mouvements, donc ce qui ne crée pas de la liquidité, on n'a pas ce cercle vertueux, ce qui explique quelque chose de très dommageable. On voit souvent des radiations, c'est-à-dire une entreprise est cotée en bourse pendant des années, après elle décide de partir parce qu'elle n'en tire aucun avantage, que c'est juste coûteux pour elle, au lieu d'avoir plutôt une dynamique d'introduction. D'accord? Donc même s'il y a eu cette réforme-là, donc la dernière réforme des compartiments, pour l'instant, on n'arrive pas à drainer surtout ces PME. Après, il y a d'autres choses qui marchent, mais pour moi, si je veux avoir un regard critique sur cela, il faut dire qu'il ne faut pas rater certains coches. Au Maroc, on a été particulièrement précautionneux avec les cryptoactifs. Il y a eu un communiqué conjoint qui a été émis en 2017 de la part d'un certain nombre de régulateurs pour rappeler qu'on n'est pas autorisé à détenir des cryptoactifs. Depuis le statu quo sur cette question, mais ça n'empêche pas que le Maroc sort à chaque fois comme un des pays où les Marocains détiennent, beaucoup sont très bien classés parmi les détenteurs de cryptoactifs. Donc, est-ce que c'est une mesure qui est contraignante? Non, ce n'est pas contraignant. Est-ce que c'est efficace? Ça n'est pas efficace. Est-ce que cet argent aurait pu être mobilisé à bon escient au niveau des marchés marocains par des produits attractifs? Peut-être, c'est ça. Au final, il y a un coup d'opportunité. On pourrait plutôt drainer cette épargne ici. Et aussi sur les fintechs. Alors, sur les fintechs, ça commence déjà à dater, c'est-à-dire que ce n'est plus un effet de mode. Là, on est dedans, on parle aussi tout le temps même d'intelligence artificielle, de tout. Il faut savoir composer avec. Et quand ça ne fit dans aucun cadre connu, et donc qui est prévu par les textes de loi, il faut savoir faire preuve d'innovation, comme certaines autres juridictions ont fait preuve d'innovation en permettant ce qu'on appelle les bacs à sable réglementaires. Regulatory sandboxes. On vient, on vous laisse tester, on voit si ce n'est pas dangereux, s'il n'y a pas de risque, et au bout de quelques années, voilà,
on vous lâche en grandeur réelle. Il faut savoir être audacieux parfois pour pouvoir drainer cette épargne. Et puis, bon, bah, après, sur le bon côté, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de faire beaucoup de convergences réglementaires. Et il y a beaucoup d'efforts et de lobbying qui sont faits aussi pour se rapprocher des autres pays du continent africain. On est en train d'essayer de faire quelque chose vraiment en termes de marché financier, de convergence. Mais par contre, voilà, ça prend du temps et il faut aussi savoir accélérer le processus de réforme. Un dernier point que j'aimerais évoquer, c'est la libéralisation du dirham. Ouais. Par exemple, voilà, c'est une mesure à même de renforcer l'attractivité, mais on craint cette libéralisation. Elle peut aussi avoir des effets qui sont quand même néfastes, dépendamment du timing. Tout est question de timing et c'est pour ça qu'on se tape depuis des années. Mais c'est un grand débat encore que celui-ci de la libéralisation. Mais au demeurant, tout ce qu'on sait, c'est que ça ne peut être que garant d'une plus grande attractivité de notre économie et de notre marché. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Belhida, pour votre regard critique. Vous avez évoqué pour l'anecdote tout à l'heure les investisseurs institutionnels. À chaque fois que je les qualifie devant mes étudiants de Zinza, ils sont hilars. Oui, oui. Donc voilà. Alors là, notre webinaire touche à sa fin. On va se diriger vers les questions des auditeurs qui sont un tant soit peu timides aujourd'hui. Il n'y a que 2 questions. Alors, on va se diriger vers la première question qui est d'un certain Lemrari Ayman. Quelles sont les principales sources de risque de contagion financière dans un monde de plus en plus interconnecté? Alors, je ne sais pas. Professeur Sador, ensuite professeur. En général, ce qu'on sait de la contagion des risques financiers, c'est qu'en général, il y a 2 types de risques. Ce qu'on appelle en fait le risque intrinsèque, le risque propre de l'entreprise ou de l'activité économique, et nous avons ce qu'on appelle le risque systémique. Quand une entreprise travaille dans une activité donnée, soit il y a des informations, des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles, donc ça va affecter en fait le cours, l'activité, le résultat. Je ne sais pas, nous avons les entreprises pétrolières. Si demain vous allez entendre une information, on va créer de l'énergie sans passer par l'énergie fossile, ben les cours de cette action ils vont chuter, alors que d'autres actions ils vont essayer d'augmenter. Nous avons ce qu'on appelle toujours dans les marchés des capitaux des vases communicants. C'est que les investisseurs, contrairement à ce qui se passe chez nous, c'est que l'argent ne doit jamais dormir. En fait, l'argent, il faut qu'elle travaille. Donc, on se désinvestit d'un secteur ou d'une entreprise ou même d'un actif financier pour aller ailleurs. C'est pour ça, en fait, ce que je disais tout à l'heure, quand vous regardez dans le monde entier, jamais eu dans l'histoire ce qu'on appelle une crise où les gens, ils se sont désinvestis ou ils ont récupéré de la liquidité. On va vendre des actions pour acheter des obligations, pour acheter des matières premières, pour acheter des cryptos. Le Bitcoin, aujourd'hui, il est à 66 000 $. Donc, qu'est-ce qui explique en fait cette course? Parce que c'est un actif qui est limité. Les gens, quand il y a un problème de doute sur une activité, sur un secteur, sur un pays, ils vont vendre, mais cet argent ne doit pas dormir, donc ils vont la mettre dans un actif. L'or, aujourd'hui, l'once d'or, il est à 2300 ou 2200 $. Donc, il a atteint un niveau qu'il n'a jamais atteint au niveau historique. Donc, il y a en fait cet argent, quand elle sort d'une activité ou d'un secteur, elle va aller dans un autre secteur. Donc, il y a ce qu'on appelle en fait le risque du métier ou de l'activité, ce qu'on appelle le risque intrinsèque, et vous avez ce qu'on appelle le risque systémique. Quand il y a, par exemple, des guerres, ou quand il y a des problèmes en fait en termes géopolitiques majeurs, il y a, je ne sais pas, des choses qui vont toucher un pays dans son intégralité. Donc, même si votre activité est bonne, forcément, les gens ils vont essayer de récupérer la liquidité, c'est beaucoup plus pratique pour eux. Donc, tout le monde va essayer de vendre, couper ce qu'on appelle sa main avant de couper tout son bras. Donc, en général, dans ce qu'on appelle le risque, il y a 2 types de risques, ce risque intrinsèque et ce risque systémique. Mais en général, il faut se mettre en tête, c'est qu'on fait toujours des bonnes affaires quand il y a des problèmes, quand il y a des crises. Il faut toujours acheter quand il y a des guerres, quand il y a des mauvaises informations. Et il faut vendre quand il fait beau. Parce que les gens, ils font l'inverse. Aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de la régulation, les bitcoins. Quand la Banque centrale, elle a interdit aux Marocains, par peur, de ne pas aller investir quand ça coûtait 500, parce qu'ils ont émis en fait le premier ordre quand le bitcoin il était à 500 $. Aujourd'hui, il est à 60 000 $. Là, maintenant, la vraie question, le fait des fois d'être dans la vraie sécurité, de prémunir en fait les gens, c'est qu'on ne les laisse pas, parce que l'entrepreneuriat ou la finance, c'est une dose de risque.
Là, aujourd'hui, cet actif, il est à 60 500. Donc, il n'y a pas que du bon moment ou du mauvais moment, mais un bon financier, il doit saisir le mauvais moment pour essayer de décortiquer le bon investissement. Parce que quand il va faire beau, tout est calme, c'est trop tard. C'est là où les bons investisseurs et les bons financiers, ils vendent. Quand c'est très calme, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de peur, ce n'est pas le moment d'acheter. C'est l'inverse. C'est quand il y a des problèmes, quand il y a un risque, quand il y a des guerres, quand il y a des mauvaises informations. Quand il y avait le Covid, les gens, ils ont fait des affaires. Ils ont acheté le pétrole, ils ont acheté les grandes entreprises de pétrole à un prix dérisoire. Par exemple, moi, je me rappelle, Total, elle était à 10 $. Aujourd'hui, elle est à 66 $. Elle a été multipliée par 6 en 3 ans. Il n'y a aucun actif qui peut vous faire ça, sauf avoir le cœur assez solide de se dire, il y a un problème et c'est le moment d'aller acheter. Merci beaucoup, professeur Sadok. On va passer à une deuxième question. Nous allons prendre 3 questions étant donné que nous sommes aussi tenus par les délais impartis par rapport justement au mécanisme d'autorégulation dans les marchés de change, le marché des actions. Je pense que c'est plus dans vos cordes, professeur Benhida. Sans problème. Alors déjà, juste un petit complément par rapport à la question de la contagion. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut dissocier la contagion de l'interdépendance. Et la contagion, c'est de la confiance, c'est de l'information. Donc, généralement, dans un monde de plus en plus interconnecté, vous voyez, ne serait-ce que l'impact des réseaux, l'information circule très vite, il y a un risque important qui est lié à quoi? Qui est lié aussi à la diffusion d'informations fausses ou trompeuses qui peuvent donner des effets de panique très, très rapides. Ça, je dirais qu'on est plus en zone de risque que jamais précédemment. Donc, il faut faire la part des choses et les investisseurs doivent être un petit peu plus calmes et penser sur le long terme au lieu d'avoir ces effets de panique qui sont néfastes parce que les marchés sont souvent directionnels. Une fois qu'ils baissent, ils ont du mal à se relever. On rentre dans une dynamique de baisse et cette tendance qui ne s'arrête pas et qui est difficile à inverser. Donc, maintenant, on a une question relative à l'autorégulation. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose qui existe. Et plus on va avoir des marchés qui sont avancés, d'accord, plus on va avoir des mécanismes d'autorégulation qui existent. Ici, ce que je peux dire, c'est qu'on est encore un petit peu précautionneux et qu'il y a beaucoup de régulations qui sont imposées par les autorités. D'accord? Et très peu d'autorégulation. Mais par exemple, Self-Regulatory Organization, c'est un statut, donc SRO, de beaucoup de bourses à travers le monde. Une part des attributions qui pourraient être affectées à une autorité de marché qui va les contrôler, elle va être déléguée à la bourse en elle-même qui va s'autogérer, qui va s'autoréguler. Donc là aussi, c'est question de maturité. Parfois, il ne faut pas pousser ou brusquer les choses. Mais globalement, ce que je dirais sur comment on est ici, c'est qu'il y a une certaine dose de précaution ici. C'est un marché qu'on cherche à protéger. Et par contre, parfois, il ne faut pas trop protéger les choses. Il ne faut pas trop les protéger. Il y a le risque, s'il n'y a pas de risque, il n'y aura pas de gain suffisamment intéressant et donc il n'y aura pas d'attractivité. C'est un cercle vertueux qui doit s'instaurer. Et aussi, il ne faut pas surprotéger les investisseurs. Vous perdez une fois, ça va vous apprendre à choisir un instrument qui est la prochaine fois plus adapté à vos besoins, à votre profil de risque et ainsi de suite. Et il y a une courbe d'apprentissage. Donc, moi, je dirais plutôt limiter trop de régulation et plaider plutôt en faveur d'une responsabilisation et d'une sensibilisation de l'investisseur. Très bien. Merci pour votre réponse, professeur Benhida. Alors, on va terminer ce webinaire avec une dernière question qui vous est adressée directement, professeur Sadok. Alors, la question est la suivante. Vous avez parlé de l'importation du pouvoir d'achat et bien évidemment, on parle aussi de l'importation de l'inflation. Est-ce qu'il y a un mécanisme pour importer aussi la richesse? Je sens un tout petit peu de sarcasme dans cette question, professeur Sadok. Non, mais on importe de l'inflation, on importe aussi du pouvoir d'achat. Donc, quand on importe du pouvoir d'achat, c'est qu'on importe de la richesse. Ce que je disais tout à l'heure, si vous revenez, vous êtes peut-être jeune, dans les années 80, un employé, par exemple, quelqu'un qui travaillait au SMIC, il gagnait 30-40 dirhams par jour, il ne pouvait même pas acheter un pantalon. Parce que le coût de fabrication au Maroc, il était très élevé. À l'époque, le pantalon coûtait 100 dirhams. Il fallait qu'il travaille 3 jours pour avoir un pantalon. Maintenant, il travaille une journée, il peut acheter un pantalon de meilleure qualité chez les Asiatiques ou chez les Bengalais, peu importe. L'essentiel, c'est que quand on a ouvert et on n'a pas laissé, parce que le problème en fait de cette ouverture, c'est que certes, ça a détruit les emplois chez nous, mais ça a permis à des entreprises rentières de devenir soit compétitifs ou disparaître et donner à la clientèle, aux Marocains moyens, cette possibilité avec le peu d'argent qu'il a pour qu'il puisse avoir un panoplie de choix.
Donc, l'importation, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Peut-être c'est une mauvaise chose pour les industriels qui sont en place, qui sont protégés par la régulation et la réglementation. Ça veut dire on les laisse presque directement avec la clientèle, ils leur vendent ce qu'ils veulent au prix qu'ils veulent. Mais maintenant, quand on ouvre les frontières et on donne cette possibilité à l'importation, c'est vrai, ça crée des problèmes de déséquilibre en termes de balance commerciale. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse produire quelque chose à exporter, mais une fois on a exporté un produit et on a la possibilité de faire de l'importation, on achète un pouvoir d'achat, ça veut dire qu'on est en train de s'enrichir. Donc il ne faut pas avoir cette conception que l'importation, c'est une pauvreté. L'importation, ça peut nous enrichir une certaine catégorie socio-professionnelle et ça peut pousser soit à l'amélioration, soit au progrès, soit à la disparition d'une personne ou d'une entité ou des agents économiques qui ne veulent pas faire l'effort du progrès. Donc, dans l'activité économique, il y a l'exportation, c'est une bonne chose. Il y a aussi l'importation qui est une bonne chose. Je vais terminer avec l'exemple type de ce que c'est la bonne importation. On consomme, nous sommes un pays, au niveau mondial, le deuxième pays consommateur de blé dans le monde, par tête, après l'Égypte. Quand on importe le blé, il n'y a personne qui vous dit que nous sommes en train d'importer l'eau. Les gens, ils sont en train de critiquer que l'exportation de l'eau que nous sommes en train de faire sous forme de produits, par exemple les tomates et les avocats et tout ça. Mais on ne se rend pas compte que le bilan de l'eau entre ce que nous exportons et ce que nous importons, le bilan est positif. Ça veut dire que le Maroc, il importe beaucoup plus d'eau que ce qu'il exporte. Tout le monde va critiquer l'exportation de l'eau. Mais je n'ai jamais entendu un économiste ou un politicien vous dire mais faites attention, le Maroc, ce n'est pas un produit qui a l'autosuffisance alimentaire. Nous importons ce que nous consommons et la quantité d'eau dans ce que nous consommons est supérieure à ce que nous exportons. Ça veut dire en gros, quelqu'un qui vous dit il faut qu'on arrête l'exportation de l'eau, le pays voisin qui est en face, s'il réagit de la même manière, c'est nous qui sommes perdants dans cette affaire d'ouverture et de libéralisme. En parlant de l'exemple de l'eau. Donc, l'exportation et l'importation, c'est toujours une richesse, sauf pour une certaine catégorie, bien évidemment. Lorsqu'elle a le pouvoir, elle veut s'approprier cet élément pour essayer d'en profiter au détriment des autres catégories socio-professionnelles. Donc, juste pour terminer avec votre question, on importe la richesse à travers l'importation sur certains éléments. Très bien. Merci, professeur Sador. Alors, notre webinaire touche à sa fin. Alors, j'aimerais, en guise de mot de clôture, remercier et témoigner de mon intime gratitude à mes intervenants aujourd'hui, professeur Benhida, professeur Sador. Merci pour avoir donné de votre science, de votre savoir. Merci pour votre regard critique, pour votre érudition. Et j'aimerais aussi remercier nos auditeurs aujourd'hui qui ont été si nombreux pour leurs remerciements, pour leur implication et aussi pour leurs questions. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau webinaire et une nouvelle thématique. Merci à tous. Merci. Donc, on quitte.